Salut à tous, moi c'est Faustine et aujourd'hui on va voir un cours de biostatistique avec en premier la puissance et les risques. Ensuite on va parler du nombre de sujets nécessaires. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, donc pour commencer, on va parler des risques. Il y en a deux majeurs à connaître. Le premier, c'est le risque de première espèce, qu'on appelle aussi le risque alpha. Donc lui, c'est le risque de rejeter H0 à tort, c'est-à-dire de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. C'est un risque qui est maîtrisé, puisqu'en général, dans les exercices, il est fixé. En général, il est fixé à 5%, même si ça peut varier. Le second risque à connaître, c'est le risque de seconde espèce, qu'on appelle aussi le risque bêta. Donc lui, c'est le risque de ne pas rejeter H0 à tort, donc c'est-à-dire de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Ce risque, il n'est pas maîtrisé, puisque ce n'est pas lui qu'on fixe pendant les exercices. Cependant, on sait qu'il est différent de 0 et on essaie de le maîtriser au maximum, même si on ne vous en parle pas beaucoup dans les exercices. Donc ensuite, pour expliquer la puissance et pour réexpliquer alpha et bêta, je vous ai fait un petit tableau que les profs nous ont fait l'année dernière. Voilà, donc si vous avez du mal à recontextualiser alpha et bêta dans les exercices, vous pouvez refaire ce petit tableau vite fait qui peut vous aider à ne pas vous tromper. Voilà, et du coup, la première ligne correspond à l'expérience. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est sur l'échantillon, qu'est-ce qu'on conclut après avoir fait la statistique de test. Et donc soit on conclut au non-rejet de H0, soit on conclut au rejet de H0. Et la première colonne correspond à la population, donc qu'est-ce qui se passe en vrai. Soit H0 est vrai, soit H0 est fausse. Donc on replace alpha, qui je rappelle c'est le risque de rejeter H0 alors qu'H0 est vrai, et bêta qui est le risque de ne pas rejeter H0 alors qu'H0 est fausse. Voilà, et donc je vous ai replacé 1 moins alpha qui n'est pas important, mais par contre 1 moins bêta c'est très important, ça correspond à la puissance, c'est l'inverse de bêta, et ça correspond au fait de rejeter H0 alors que H0 est fausse. Il y a plusieurs paramètres qui vont influencer la puissance. Le premier c'est alpha, ça suit toujours la même tendance, c'est-à-dire que si alpha augmente, bêta diminue, et donc que la puissance qui est l'inverse de bêta augmente. Ensuite on a la taille de l'échantillon, donc c'est-à-dire que si on rajoute des personnes dans l'échantillon, donc si le n augmente, la variance qui est définie par la formule sigma sur racine de n va diminuer, puisque le n est au dénominateur. Et donc si cette variance diminue, ça va faire que les courbes vont s'écarter et donc que la puissance va augmenter. Je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, on a un autre paramètre qui est la variabilité du critère, donc qui ressemble au deuxième puisque ça dépend donc de sigma. Donc c'est-à-dire que si la variabilité sigma diminue, les courbes s'écartent et la puissance augmente. Le dernier paramètre, c'est la distance entre H0 et H1. C'est-à-dire que si la différence delta entre mu de H1 et mu de H0 augmente, la puissance augmente également. Voilà, donc pour recontextualiser tout ça, je vous ai remis la courbe que les profs vous ont mis dans leur cours. Donc chaque courbe est tracée en fonction de la distribution de H0 et de H1. Voilà, donc la courbe bleue correspond à la courbe de H0, c'est-à-dire que si la statistique de test se trouve sous cette courbe-là, on conclura au non-rejet de H0, et sous la courbe rouge, qui correspond à H1, on conclura au rejet de H0. Donc je vous ai remis alpha, qui est donc du côté rouge, puisque alpha est le fait de conclure au rejet de H0. Cependant, alpha se trouve sous la courbe H0, puisque on rejette H0 à tort. Et c'est la même chose pour bêta, puisque bêta conclut au non-rejet de H0, d'où le fait qu'il soit du côté bleu, mais il est quand même sous la courbe de H1, puisqu'en fait on ne rejette pas H0 à tort. Voilà, et donc tout à l'heure je vous disais que plus les courbes s'écartaient, plus la puissance augmente. Ça s'explique par ici, puisque si on écarte les courbes, vous voyez bien que le croisement entre chaque courbe va diminuer, ce qui fait que bêta et alpha vont diminuer. Et donc, si bêta diminue, la puissance qui est l'inverse de bêta augmente. J'en ai donc fini avec les risques et la puissance et on va passer au nombre de sujets nécessaires. Donc le nombre de sujets nécessaires, c'est un calcul qui permet donc de calculer le nombre de sujets qui sont nécessaires à la réalisation d'une étude.
Ce calcul il est fait avant le début du coup de cette étude et il va permettre de réaliser une étude qui donnera une différence significative entre les deux groupes étudiés. C'est-à-dire qu'avant la réalisation de l'étude, on va calculer le nombre de sujets qu'il faut inclure pour trouver une différence significative entre les deux groupes s'il y a une différence à observer. Vous allez voir, calculer un NSN c'est pas compliqué, il y a juste quelques étapes à suivre. Donc premièrement, vous allez devoir poser les hypothèses H0 et H1. C'est hyper important, ça va vous permettre de définir le critère d'évaluation principale, de savoir de quoi on parle, sur quoi on se base pour trouver le nombre de sujets nécessaires. Voilà, ça va vous permettre de vous cadrer et de savoir ce qu'on cherche. Ensuite, vous allez prendre la formule et il vous reste plus qu'à chercher les variables qui nous manquent. Donc je vous ai remis la formule, c'est donc n, le nombre de sujets nécessaires, est égal à 2 fois sigma au carré, fois z1 moins alpha sur 2 plus z1 moins bêta, donc tout ça au carré, sur delta au carré. Et donc ça correspond pour chaque groupe si vous évaluez une différence de moyenne entre plusieurs groupes. Une fois que vous avez cette formule, c'est pas compliqué, il vous reste plus qu'à trouver les variables qui manquent. Il y en a 4. La première, c'est la variance sigma. Et donc en général, elle est écrite telle quelle dans l'énoncé, voilà, c'est une valeur. On a aussi delta, qui est la différence entre les deux moyennes. Donc là, on a deux cas de figure. Soit elle est écrite dans l'énoncé, c'est une valeur qu'on vous donne dès le début. Soit on va vous donner la moyenne de H0 et la moyenne de H1. Et donc vous aurez juste à appliquer la petite formule qui est delta est égal à mu de H0, donc la moyenne de H0, moins mu de H1, la moyenne de H1. Voilà. Une fois que vous avez celle-ci, il vous en reste deux qu'il va vous falloir trouver. Donc la première, c'est Z1 moins alpha, ou Z1 moins alpha sur 2. Donc c'est là où c'est important de bien poser H0 et H1, puisqu'en fait H1, ça va vous permettre de savoir si vous êtes testé unilatéral ou bilatéral, et donc de savoir si vous utilisez Z1 moins alpha ou Z1 moins alpha sur 2. Donc en général, alpha, il est souvent fixé à 5%. Et donc, si vous êtes dans un test bilatéral, vous allez utiliser le Z de 1 moins alpha sur 2, qui correspond donc à 1,96. Et si vous êtes en unilatéral, vous allez utiliser le Z de 1 moins alpha, qui vous donne donc comme résultat 1,645. Donc voilà, vous avez trouvé le Z de 1 moins alpha, il vous reste le Z de 1 moins bêta, qui est égal au Z de la puissance. Et donc en général, le risque bêta il est aussi fixé à 5%, ce qui vous permet d'obtenir la valeur 1,645 également. Et donc voilà, maintenant vous avez trouvé toutes vos valeurs et il ne vous reste plus qu'à remplacer ces valeurs. Et voilà. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce calcul du NSN, il repose sur des choix et des hypothèses. Donc on a plusieurs choix. Le premier choix, c'est la formulation de la question. C'est-à-dire qu'en fonction de l'énoncé, on choisit si le test est bilatéral ou unilatéral. Et on a aussi le risque alpha et bêta, c'est-à-dire on choisit le pourcentage de risque qu'on autorise en fait pour cette étude. Ensuite, on a des hypothèses. La première, c'est la différence entre les deux moyennes et la variabilité, puisqu'en général, c'est des valeurs qu'on vous donne, c'est des valeurs qu'on arrondit, ça reste quand même assez hypothétique. Ce qui est le plus important pour vous à connaître, c'est comment varie ce NSN. C'est-à-dire qu'en option santé, vous n'avez pas à utiliser la formule, vous avez juste à savoir comment on remplace les différentes variables dans la formule et comment varie le NSN. Donc ça va rester dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on va reprendre chaque variable et on va voir comment elle peut influencer le NSN. Voilà, et donc là ça va rester comme des maths, on va dire, puisque ça va dépendre de la fraction. C'est-à-dire que si les chiffres qui sont au dénominateur, donc en bas, augmentent, la valeur du NSN va diminuer, et tous les chiffres qui sont au numérateur, s'ils augmentent, la valeur du NSN va également augmenter. Donc on va reprendre chaque variable. Pour delta, donc il est au dénominateur, donc s'il augmente, le NSN diminue. Ensuite on va reprendre sigma. Donc sigma, si il augmente, le NSN augmente puisqu'il est au numérateur. Pour alpha et bêta, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour alpha, si il augmente, 1 moins alpha va diminuer puisqu'on cherche le Z de 1 moins alpha et donc le NSN va diminuer. De même pour bêta, s'il augmente, 1 moins bêta va diminuer puisque c'est l'inverse de bêta et le NSN va diminuer également.
Au final, on va calculer le NSN pour essayer de maîtriser alpha et bêta. C'est-à-dire qu'on va les fixer, on va établir un pourcentage qui va dire, voilà, on calcule le nombre de sujets qu'il nous faut pour que le risque il soit celui qu'on a fixé. En général, il est de 5% et on ne veut pas plus, en fait. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très théorique. Et en fait, si votre hypothèse va être inexacte, votre NSN il pourra pas être bon puisqu'il repose donc sur votre hypothèse. Donc ça veut dire que le NSN il sera soit sûr, soit sous-estimé. Donc vous n'aurez pas le nombre de personnes qu'il vous faut dans votre étude en fait qui vont vous permettre de montrer une significativité au risque donc de alpha et bêta. Et du coup votre puissance sera mauvaise. Voilà, donc j'en ai fini pour ce cours. J'espère que vous avez compris et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour la suite.